bonjour à tous ceux qui sont qualifiés en quart de finale de la Champions Cup. Je suis ravi de vous retrouver pour cette semaine placée sous le signe du trèfle puisque nous Bordelais affronterons le Munster ce samedi à 16h après avoir battu l'Ulster dimanche. Je suis toujours avec Prof qui a passé un gros week-end de rugby, j'imagine. Ça va Yann ? Ça va Cyril, et toi ça va ? Bah écoute, tout roule. J'ai pris un joli coup de soleil dimanche à Chaban. Du coup, j'ai pris des places à l'ombre pour ce samedi. Mais bon, plutôt que de papoter crème solaire, on va vous proposer, comme d'habitude, de débriefer le match de ce week-end avec la victoire face à l'Ulster et de faire un bon petit focus sur la réception du Munster samedi avant de traiter évidemment des actus et d'avoir un nouveau message sur la boîte vocale des UBBistes. Ça te va Yann ? Parfait pour moi, nickel. Allez, c'est parti. Quand tu gagnes, tu perds, bon évidemment il vaut mieux gagner les matchs. Mais que à la fin du match, putain, on a passé un bon moment quoi. Et tout a très très bien commencé sous le soleil de Chaban puisqu'un beau début de match marqué par des essais de Penaud, Tamifuna et Coleman ont permis à l'UBB de vite prendre le large et de mener 21 à Cherche au bout de 20 minutes. Mais dans la seconde partie de cette première mi-temps, nos joueurs vont un peu balbutier leur rugby avec une série d'en avant, d'Huberty, de Diaby ou même de Carbery, des mauvaises transmissions aussi avec Lucu et Caso par exemple. Et cela va permettre à l'Ulster de mettre à profit ces quelques munitions pour inscrire 2 essais avant que Buros ne nous redonne un peu d'air pour virer devant à la pause sur le score de 28-24. En seconde mi-temps, c'est d'abord Lamotte qui va creuser l'écart, mais on sent que la chaleur, qui est toute relative puisqu'il ne faisait pas non plus 35 degrés, va quand même mettre à mal les organismes et libérer des espaces. Et l'Ulster va en profiter puisque les Nord-Irlandais vont inscrire 3 essais en deuxième période. Mais à la 70e, c'est l'essai de Van Rensburg qui va nous permettre de ne plus trop s'inquiéter en fin de match, même s'il y a un essai refusé à 4 minutes de la fin. Victoire finale 43-31. Et je te propose, Yann, qu'on passe au point d'amélioration. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui ? Premier coup de pied franc, deuxième pénalité. Oh ! Il nous casse les couilles là ! Pour commencer ce débrief malgré la victoire, donc on revient sur les points d'amélioration, donc les points un peu négatifs qu'on a trouvés. Moi, ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que c'est le schéma de Toulouse qui s'est un peu répété. Alors, avant le match, on pensait que la physionomie, ça allait être plutôt une première mi-temps bataillée, qu'on allait prendre le large en seconde mi-temps. Bah, finalement, c'est un peu l'inverse qui s'est passé avec une première mi-temps plutôt dominée. On est à plus 14 à la mi-temps, donc 28-14. Mais finalement, en fait, on réussit quand même à se faire peur en deuxième mi-temps. Ils nous inscrivent 3 essais dans cette mi-temps-là. On ne sait pas trop si c'est du relâchement ou si c'est plus la physionomie du match qui fait que finalement en fait l'écart est pas si élevé que ça. Mais est-ce que c'est inquiétant pour la suite, ce genre de physionomie où on n'arrive pas à tuer le match ? Bah c'est sûr que contre des plus grosses équipes, il faudra qu'on arrive à maintenir un niveau constant. Après, j'arrive pas à trop déterminer. Je sais qu'il y en a qui va évoquer une sorte de trou d'air, mais quand j'ai regardé le match, en fait finalement on est toujours dans une bonne position positive, tu vois. Avant qu'ils marquent leur premier essai, on a quand même 2 actions franches où on doit pouvoir passer à 28-0. J'ai souvenir de la percée de Diaby en fait qui remet intérieur et Huberty touche la balle alors que c'était pour Lamotte. Et là je pense qu'il y a plus aucun défenseur et nous on est 3. Après il y a pareil cette cellule de 3 où Max il va envoyer à Samu le troisième de la cellule et c'est Diaby qui la touche et il fait en avant, et donc après on les laisse un peu dans le match. Tu as raison, pour moi c'est un problème parce que il faut qu'on arrive à écurer ce genre d'équipe qui sont des équipes qui lâchent jamais rien. Contre le Munster on va retrouver à peu près la même physionomie, c'est-à-dire que c'est des équipes qui vont jouer, qui vont rester dans leur schéma de jeu quoi qu'il arrive. Donc il faudra qu'on soit plus tueur pour pouvoir en fait s'en sortir parce qu'on peut se mettre le feu alors que je pense qu'il y avait une classe d'écart entre nous et l'Ulster quoi. Ouais, pour le coup là, c'est vraiment pas la conquête qui a été un souci, c'est vraiment des fautes de main qui ont annihilé nos attaques, nos offensives.
Est-ce qu'on a souffert aussi peut-être un peu de la chaleur, tu penses, même si on se dit qu'on doit être beaucoup plus habitué à avoir ce genre de température qui n'était pas non plus extrêmement élevée, mais on a vu quand même des joueurs qui étaient marqués. Alors des deux côtés, parce que aussi il y avait beaucoup de temps de jeu et que assez peu de moments de repos, mais on voyait que sur les touches, notamment en première mi-temps, que ça s'arrêtait pour boire un coup et essayer de récupérer. Ouais, je pense que là, alors je sais pas si, alors il y a peut-être les premières chaleurs, effectivement. Je sais pas dans quelle mesure ça impacte aussi le match à 13h30, tu vois, parce que ça fait quand même une préparation assez bizarre, parce qu'ils doivent manger 3 heures avant. Enfin bon, ça doit faire des journées un peu cheloues de jouer à 13h30. Mais on l'a vu Toulon aussi qui a été en difficulté les 30 premières minutes où ils sont pas rentrés dans le match. Eux. Donc je sais pas dans quelle mesure ces premiers chaleurs peuvent avoir un impact, ou est-ce qu'on s'est mis dans le rouge trop rapidement en fait, tout simplement, parce qu'on a traversé assez facilement, je trouve, au début de match, sur l'essai de Penaud, etc. Donc est-ce qu'on s'est pas mis dans le rouge un peu tout seul, sans gestion, et après il y a eu cette contre-attaque, et donc du coup ça s'est un peu inversé, et comme ils sont restés dans le match, eux, ils ont réussi un peu à nous mettre la pression. Bon après. Je sais pas trop. Je pense que c'est peut-être plus l'horaire pardon qui fait que on a été un peu en deçà physiquement peut-être, mais après je sais pas si c'est trop une excuse de nos manquements, de nos faiblesses, notamment en défense, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit la seule explication. Et toi, du coup, tu as trouvé vraiment des manquements en défense, parce que alors j'ai le souvenir de quelques plaquages ratés, mais dans l'ensemble, je trouve qu'on n'est pas si mauvais que ça. Peut-être qu'en deuxième mi-temps, notamment, on avait du mal à couvrir nos arrières en troisième rideau. Il y a notamment les deux essais refusés qui auraient pu nous coûter cher, mais c'est vrai qu'on a, en termes de couverture défensive, peut-être qu'il y avait des choses à améliorer. Mais plaquage, moi j'ai trouvé qu'on était quand même. Alors déjà, on a fait que 73% de réussite au plaquage, donc on a loupé énormément de plaquage. Et j'ai trouvé que l'organisation derrière a pas été folle. J'ai souvenir du premier essai où Penaud se fait déborder dans les 15 mètres. Et tout ça vient de Tapoy et Moefana qui se sont fait resserrer en défense. Et du coup, alors c'est bien joué, le lancement de jeu, mais ils ont exagéré le fait de resserrer le 13 et le 12 pour ensuite en fait jouer dans la zone de Penaud. Et Penaud, en fait, il défend un 3 contre 1. Donc du coup, après, ils arrivent à choper Stockdale et qui arrive à le déborder. Donc j'ai trouvé qu'on a été globalement en défense, on a été moyen. Et je trouve que Moefana, il a pas fait son meilleur match. Tu vois, je l'ai trouvé un peu en dents de scie. Il loupe 6 plaquages, il a relâché énormément de plaquages. J'ai trouvé que ses montées étaient parfois à contre-temps. Donc tu vois, il y a eu peut-être ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué avec Tapoy, et un peu des soucis de communication, et c'est un peu vu. Je trouve qu'ils sont trop facilement fait resserrer. Peut-être que Moefana avait peut-être pas la même comment dirais-je, la même confiance en Tapoy que Van Rensburg, et donc du coup il a resserré, et du coup il a laissé Penaud un peu tout seul, qui s'est fait un peu prendre dans ses 15 quoi. Donc ouais, j'ai trouvé en défense qu'on était un peu léger. Dans tous les essais qu'on prend, on a quand même pas mal d'erreurs. Donc tu vois, il y a ce premier essai où on resserre trop et Penaud se fait prendre. On a un truc, c'est un peu un coup de malchance. On a une touche dans nos 22. La mode part, il fait une percussion. Diaby tape le ballon dans le pied, ça ressort et après il marque. Et après t'as le dernier essai, je crois, c'est alors une passe de merde de Mathieu qui tombe dans le vide. Et du coup après tape au pied, et donc je sais pas si qu'est-ce qui fait ça, tu vois. Si je pense pas que c'est de la nonchalance, il y a un peu de malchance, mais ça il faut vraiment que ces temps faibles, on arrive quand même à mieux les gérer, parce que quand des équipes qui vont pas avoir beaucoup de temps faibles, et qui vont avoir plus de temps fort, et ben il faudra pas être si vulnérable en fait. Je trouve on leur donne trop d'essais faciles en fait, parce que même l'essai refusé à un moment où ils traversent le terrain, au milieu de terrain, c'est pas possible que BVT il se fasse percer comme ça au centre. Tu vois, c'est pas possible quoi. Il se fait percer au centre, après on prend un compte de 100 mètres, mais alors que t'es dans les 5 mètres de l'Ulster, ça doit tomber, et ils doivent jamais ressortir de ce camp. Donc
Ouais, la défense, j'ai trouvé qu'on n'a pas été très bon. De toute façon, c'est pas pour rien qu'on a pris 5 essais. Et en deuxième mi-temps, toi, t'as pas trouvé que justement ce troisième rideau où en fait peut-être qu'on est du coup peut-être un peu trop offensif et qu'on laisse pas du coup de couverture derrière. Tu vois, tu mentionnais donc laisser refuser, mais c'est aussi le cas sur la passe de Mathieu où derrière en fait ils ont juste à courir et puis il y a plus personne qui couvre quoi. Ouais, alors après ça c'est compliqué pour nous quand ça arrive pour nous on est hyper fort là-dessus, mais forcément en fait quand tu es dans une phase d'attaque tous tes joueurs sont dans la ligne d'attaque quoi. Donc forcément si tu perds un ballon facile entre guillemets, donc soit une interception comme on a pris à Toulouse ou des ballons tombés, tu peux pas mettre en place un troisième rideau puisque Romain était sûrement dans la ligne, tu vois. Et effectivement après alors il y a ça. Et puis après, aussi, il manquait, je trouve que Damien, Romain ont eu un peu plus de mal physiquement sur la fin. Donc il y a aussi ça. Tu as du mal à compenser ces petites erreurs. C'est sûr que quand t'as Louis qui est en couverture, même s'il part 20 mètres plus loin, tu sais qu'il va arriver avant tout le monde, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Puis bon, quand le score est un peu fait, c'est vrai que t'as peut-être moins tendance à tout donner pour aller récupérer le mec qui fonce dans ton embut. T'avais d'autres points négatifs, toi, donc du coup, c'est plutôt la gestion des temps faibles ou en tout cas trop de maladresse et de ballons rendus qui permettent à l'équipe adverse de rester dans le match et de te mettre sous pression. Moefana qui peut peut-être un peu mieux défendre. Ça, j'ai l'impression qu'en défense, c'est très compliqué les nouvelles paires de centres. Qui manquent d'automatisme et qui peuvent se faire transpercer assez facilement. On l'avait vu en début de saison, je crois que c'était Van Rensburg et De Porter. Enfin, ça met du temps quand même à avoir ces automatismes et du coup, c'est vrai que c'est important quand tu as un Tapoy qui a pas joué depuis 2 mois. Alors, il a fait un très bon match, moi j'ai trouvé, mais effectivement, tu peux manquer d'automatisme et du coup, soit te faire percer dans le centre, soit si tu resserres trop, ensuite ça décale sur l'aile et comme tu disais, Penaud il se retrouve à jouer un contre 3 sur son aile. Exactement. En fait, il y a une complicité à avoir et une expérience à avoir sur des paires de centre. Défensivement, c'est extrêmement important. On l'a vu même autour de la 6 Nations, hein, quand il y a eu Moefana Barassi, il y a eu des trous qui étaient très compliqués. Et en fait, ça, c'est vraiment le fait de... Contre l'Angleterre. Ouais, c'est ça. C'est le fait de jouer tout le temps ensemble. Parce qu'en fait, après, tu sais comment ton coéquipier intérieur va pouvoir réagir. Et donc, du coup... tu peux potentiellement plus facilement glisser si tu as confiance au mec qui est à l'intérieur de toi. Si tu as moins confiance, tu vas rester un peu en te disant je vais peut-être un peu rester parce que il va se faire prendre et après si on se fait percer au milieu, c'est mort alors qu'à l'aile, je peux toujours rattraper. Et du coup, ça peut arriver et donc du coup, c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, l'Ulster a très bien joué parce que leurs essais, ils ont vraiment exagéré en fait la rentrée parce qu'en fait, en plus, il y avait en face, il y avait McCosley, là, le centre de l'Ulster qui est très très costaud et très difficile à faire tomber. Donc Tapoy restait un peu avec Carbery parce qu'il fallait des Carbery. Et il y avait ensuite Moefana qui restait collé à Tapoy. Enfin voilà, donc ils ont bien joué le fait de resserrer notre défense. Et après, on a laissé ce zone de 15 mètres un peu libre. Et donc du coup, ça attention parce que le Munster, ils ont ce jeu clinique. Comme ça, donc il faudra vraiment faire extrêmement attention de pas se faire prendre. Donc voilà, attention. Ok, écoute, on verra ça samedi, mais c'était tout pour les points négatifs. Il n'y en a pas tant que ça au final. Il n'y a pas eu de grosses bévues ou en tout cas de non-match. Je te propose qu'on passe tout de suite au point positif. Et le point positif, pour commencer, pour moi, il faut quand même le mettre en avant en premier parce que ça nous a joué des tours déjà la semaine dernière contre le Racing. C'est la conquête. On n'a pas perdu un ballon en touche. On a récupéré 4 ballons sur touche adverse. Aucun souci là-dessus. Alors après, ça a été bien aidé. Je trouve que Ulster contestait quasiment pas les touches. Donc ça, forcément, ça nous a aidé. On a bien lu aussi les touches adverses. Et il y en a même certaines qui aurait pu être sifflé comme non droite d'ailleurs des touches de l'Ulster. Ouais, pour le coup, c'est vrai que Pierce, il voulait que ça joue, j'ai l'impression. Il a fait 0 effort sur les lancers droits. Tu vois, contre le Racing, j'aurais bien aimé avoir Luc Pierce pour faire ça, tu vois. Parce que pour le coup, il y avait très peu de touches de l'Ulster qui étaient droites. Mais ce qui était bien, c'est qu'on a quand même fait des blocs sauts.
Et on a toujours systématiquement fait des blocs défensifs et qui étaient plutôt pertinents parce qu'on les a quand même bien emmerdés. 4 touches, c'est très bien. Et puis après, on a fait des touches un peu en dynamique avec Petit, donc c'était très bien joué. Donc là, il y a rien à dire. De toute façon, c'est ce qu'on disait un peu avec même avec Yannick Bru. Quand t'as deux sauteurs de haut niveau, donc là t'avais Petit Coleman et puis après t'avais du Petit Beauchaton, etc. Ben forcément c'est plus simple en fait. C'est forcément plus simple pour le lanceur parce que tu as plusieurs solutions, ça peut aller vite. Et j'ai même trouvé aussi Samou très bien dans ce secteur-là. Je crois qu'il fait un contre et il arrive bien à jumper malgré qu'il soit pas si grand que ça parce qu'il fait 1m88 je crois. Donc non, c'est vraiment un match costaud dans ce secteur-là et ça fait du bien et ça fait du bien à tout le monde et même à Romain qui rentrait latéral qui est rentré en fin de match et qui a fait du coup comme tout le monde à 100%. Donc voilà, c'est bien, on fait confiance au mec, ça fait plaisir. Ouais, il avait une ou deux touches à jouer la Terrade et on a senti d'ailleurs dans les tribunes que tout le monde était content qu'il réussisse ta touche et qu'il se remette un peu la tête à l'endroit. Mais dans l'ensemble, tu vois, on entend aussi souvent des critiques de nos gros, de notre pack, comme quoi il est pas suffisant en fait pour espérer quoi que ce soit en Champions Cup ou en top 14. Bah, là, il a montré qu'il pouvait répondre présent malgré d'ailleurs de nombreux absents parce qu'il manquait des Gazzotti, il manquait des Gray, il manquait des Tatafou, donc il manquait quand même un petit peu de monde. Tu vois, Connor San n'a pas joué non plus. Et pour le coup, ils ont été, moi j'ai trouvé top dans le combat, dans l'agressivité. J'ai souvenir d'un tampon que met Diaby en première mi-temps. Mais tu vois, en fait, quand je regarde joueur après joueur, en fait, Diaby a fait un très bon match. Il a fait un en avant, mais juste avant, il fait une percée avec une passe que Huberty intercepte alors qu'elle était pour Lamotte. Mais grosse activité dans les rucks, notamment. Big Ben a fait un grattage et il a marqué son essai. Enfin, en fait, quand tu les prends individuellement, Samou a été top, vraiment extraordinaire. Il a fait, je pense, peut-être un de ses plus beaux matchs de la saison. Petit en troisième ligne, pareil. Il est à la fois très utile sur les touches, mais aussi dans le jeu courant. La deuxième ligne, Coleman, il marque aussi son essai et il a été de tous les combats le temps qu'il a joué. Caso, homme du match. Il fait un match lui aussi incroyable. Je te laisserai revenir après sur les perfs individuels, mais en gros, c'est pour dire que Poirot, il fait un grattage. Lamotte, dans le jeu courant, incroyable. Et puis, comme on disait, en touche, ça a été parfait. Donc, quand tu prends tous nos gros, alors peut-être un chouïa moins peut-être le banc, même si Perchaud a été très bon, que la Terrade a été bon aussi. Peut-être un peu moins des BVT ou Beauchaton aussi, il a été pénalisé. Mais dans l'ensemble, quand tu les prends un par un, ils ont quand même tous fait un match solide et on n'a absolument rien à reprocher à nos gros. Non, clairement. Là, ils ont fait un match auquel on attendait. Donc très fort en conquête. La mêlée aussi, parce que c'était un secteur qu'on a été pas mal chahuté. Et je trouve que en première mi-temps, on a assuré les mêlées et on les a même dominés en deuxième. C'est-à-dire que j'ai trouvé que l'entrée de Perchaud et de Falater ont été pas mal, surtout Perchaud qui a obtenu une pénalité où il a bien pris son droitier. Il a été disponible dans le jeu, pas mal en défense. Donc franchement, j'ai trouvé la conquête directe, donc ce qui est visible très fort. On marque un essai en molle portée, donc collectivement on a été bon là-dessus. Et puis comme tu dis, dans tout ce qui est zone des rucks, je trouve qu'on était pas mal, notamment les rucks défensifs où Big Ben il gratte un ballon, Poirot aussi, on a Samou qui arrache même un autre ballon, il y a même je crois qu'il y a Big Ben 2 fois qui est pas récompensé, Diaby aussi à 5 mètres qui est pas récompensé. Donc je trouve qu'on a été extrêmement pénible dans cette zone. On a réussi à les empêcher un peu de jouer, même s'ils ont marqué 5 essais, mais qui sont plus dus à nos erreurs. Mais bon voilà. Je trouve qu'ils ont fait globalement un match vraiment vraiment très fort et pour le coup assez complet sur le temps long. Tu vois, c'est moins le cas par exemple des 3/4 où je trouve qu'ils ont fait 25 minutes exceptionnelles et puis après ça a été un peu plus compliqué, tu vois, que ce soit pour Damien, etc. Donc ouais, félicitations en gros. T'as cité Samou, pour moi c'est l'homme du match. Il a vraiment fait une prestation énorme, très mobile, il casse énormément de plaquages. Je pense qu'on a dû le confondre avec Moefana tellement qu'il touchait le ballon et qu'il envoyait des passes, etc.
Après, j'ai adoré Caso, ouais, qui a été élu homme du match par l'organisateur. Et ouais, lui, il a fait vraiment un énorme match. Et j'ai bien aimé son utilisation parce qu'en l'absence de Gazzotti ou de Tatafou, on l'a utilisé un peu en point de fixation au milieu de terrain. Et donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ça montre toute la qualité physique qu'il a parce que bon, bien sûr, il est fort dans les tâches de l'ombre, dans les déblayages, etc. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il a fait plusieurs courses. Et il a toujours été en forme, quoi. Donc pour le coup, lui, il est en CAN international. Et pour rebondir sur effectivement les commentateurs qui se trompent de nom, c'était assez incroyable quand même. C'est vrai que Samou, du coup, en fait, t'as l'impression qu'il a fait un match énorme parce que Samou, c'est à la fois Pitsamou, Bentapoy et Yoram Moefana. Les trois, c'est Samou, donc forcément, t'as l'impression qu'il est partout sur le terrain. T'avais aussi Poirot et Diaby, tu savais pas lequel était lequel, et t'as même Jalibert qui a été appelé Jaminé, donc bon, c'est un autre style. Mais là, pour revenir sur les joueurs un peu clés, derrière, moi j'ai bien aimé. Bon alors, je vais pas mentionner Maxime Lucu parce que il fait du Maxime Lucu et c'est encore impérial, que ce soit au pied, en défense, etc. Donc encore 5 étoiles comme d'hab. Moi j'ai beaucoup aimé Carbery. En fait, je comprends assez peu ce qu'on lui reproche à notre cher Joey. Là, il a été propre dans les lancements. Il est comme on dit à chaque fois, il garde la balle jusqu'au dernier moment. Il fait des passes à la fois très risquées, mais du coup, ça fait le décalage. Au pied, parfait. Enfin, rien à dire. Il a réussi tous ses coups de pied. Donc là-dessus, ça peut aussi être une bonne alternative à Mathieu Jalibert ou Maxime Lucu. D'ailleurs, Jalibert, tu vois, il a raté du coup une transformation, mais du coup, Carbery lui était à 100%. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est une vraie alternative à Mathieu Jalibert en 10. Alors évidemment que ce sera jamais Mathieu Jalibert, mais quand tu vois par rapport à la saison dernière, quand on avait Matteo Garcia et Zach Holmes, bah là cette année on a de la profondeur, et quand il joue avec un pack qui avance et Maxime Lucu plutôt que Lesgourg, bah c'est quand même plus facile de faire tes lancements. Ouais, clairement. Pour le coup, il fait un match très propre. J'ai fait une petite vidéo sur lui. Ouais, il joue juste en fait. Il en fait pas trop. Ses passes, elles sont parfaites. Il arrive à faire des passes sur le pas. Son jeu au pied a été plutôt long. Il marque, il fait 100% au pied. J'ai aussi en mémoire aussi, il a été extrêmement courageux en défense parce que ça a été compliqué parce qu'il a beaucoup été plaqué il a beaucoup été chargé par Stockdale, par McCosley, l'énorme centre. Donc voilà, il s'est vraiment accroché un peu en défense. Bon après, il a donné un peu son corps à la science parce qu'à un moment il s'est fait cartoucher avant de sortir. Je pense que ça a dû vibrer dans l'épaule. Mais non, ouais, très bon match, très content du match de Carbery. Effectivement, quand il est avec une équipe type et avec Max en neuf, bah, les ballons ils sortent plus vite, les passes sont meilleures, donc c'est plus facile pour lui de s'exprimer. Et il prend pas les mecs en même temps que le ballon, quoi, parce que ça lui arrive. C'est pas le mec le plus rapide au monde, donc forcément, il faut qu'il ait tout rapidement pour qu'après lui il puisse trier les ballons. Donc très bon match de Joey, franchement. Ouais, il a même franchi à un moment, il me semble que c'est sur l'essai de Buros, donc en fin de première mi-temps. Il franchit, enfin tu vois, il récupère un ballon haut, il franchit derrière. D'ailleurs, les ballons hauts, alors on les avait un peu décriés contre le Racing. Là, pour le coup, j'ai trouvé qu'on était vraiment bon sous les ballons hauts et que plutôt même dominant sur ce secteur de jeu. Ouais, enfin, Buros revient. Alors pour moi, c'est un joueur un peu diesel. Quand il revient de blessure ou au début de saison, il a toujours un petit temps d'adaptation, enfin pas d'adaptation, mais de latence où il met plusieurs matchs à revenir. On en parlait un peu, on disait qu'il n'était pas tout le temps bien placé entre le R3, donc le rideau 3 et le rideau 2. Parfois, il se faisait un peu prendre, il était en retard, il n'avait pas forcément le bon timing. Là, ça va de mieux en mieux. Donc c'est bien, là, il enchaîne les matchs. Lui, de toute façon, il a besoin d'enchaîner pour devenir performant. Donc je pense qu'il va commencer à rentrer dans le haut niveau de Romain Buros, notamment. Ça va nous servir parce que on en parlera tout à l'heure, mais l'autre équipe irlandaise, c'est une équipe qui arrose énormément. Donc il faudra qu'on ait un 10 et un 15 qui fassent des couvertures de haut niveau pour qu'on prenne pas la pression. Et donc ça, j'ai peu de doutes parce que bon, Buros c'est quand même une sacrée machine. Et là, c'est vrai qu'il revient bien, donc c'est parfait. Et du coup, le
point positif, c'est que le pari de Bru a réussi, c'est-à-dire qu'on a réussi à mettre au repos un certain nombre de personnes. Mathieu qui a débuté sur le banc, Gazzotti qui était un peu limite, donc plutôt satisfait. Louis aussi qui était en vacances. Donc voilà, on a réussi à mettre des mecs au repos, et puis on a réussi l'objectif, c'est-à-dire que là maintenant on a égalé notre performance de l'année dernière. Donc voilà, maintenant il faut faire mieux. Et il faudra batailler contre cette équipe du Munster où je pense qu'on est supérieur, mais il faudra faire un match un peu plus sérieux pour pas qu'on se mette la pression tout seul, quoi. Il faut qu'on arrive à tuer le match, quoi, tout simplement. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. C'est aussi un point positif, c'est qu'on arrive à effectivement gagner ce match qui était clé et très important avec des mecs au repos. Alors du coup, on va en reparler ensuite, mais je sais pas s'il y aura des mecs au repos contre le Munster, vu que c'est un match clé. Mais écoute, si tu as fini les points positifs, je te propose qu'on passe directement à la prochaine rencontre. Je vais te dire ce qui me tarde. Ce qui me tarde, de sentir l'odeur des merguez. Et avant de parler de notre match spécifiquement, donc qui sera samedi à 16h, je vous propose juste de regarder un peu les autres quarts de finale. Donc on aura Toulouse qui affrontera Toulon à Toulon, à Mayol. Ce sera dimanche à 16h, il me semble, donc le lendemain. Donc nous, on sera tranquille sur notre canapé, soit en train de regarder ça tranquillement, soit en train de pleurer. On verra ça, mais en tout cas ce sera un gros match et du coup une très très belle affiche de top 14 qui pourrait être une demi-finale. Ça pourra pas être une finale parce qu'il y aura l'UBB, mais du coup qui pourrait être une demi-finale en juin prochain. De l'autre côté du tableau, donc le côté de Castres qui affrontera Northampton. Donc Castres qui s'est imposé face à Trévise et Northampton qui a mis une petite correction à Clermont. Donc ce sera en Angleterre et le quatrième quart, ce sera le Leinster qui recevra les Glasgow Warriors. Le Leinster qui a mis une fessée aussi aux Harlequins. Voilà pour les quarts de finale. Chose rigolote, du coup, si jamais on va au bout, on va devoir taper quand même les 3 clubs irlandais. Je sais pas si c'est déjà arrivé. C'est assez marrant. Bon bref, petite remarque. Là, ça pourrait être effectivement 3 clubs irlandais plus un club français, du coup, forcément en demi-finale. Ou alors 2 clubs français, pourquoi pas avec le Castres Olympique en finale, on y croit un tout petit peu moins, mais pourquoi pas. Mais pour revenir du coup sur la rencontre de samedi, donc à 16h, on rappelle que la billetterie a ouvert ce lundi pour les abonnés et qui ouvre mardi, il me semble, pour les non-abonnés. Et on risque d'avoir des conditions assez similaires à celles de ce dimanche, donc avec un bon soleil après une semaine ensoleillée pour préparer ce match. D'ailleurs, je ne sais pas si les joueurs irlandais ils repartent au Munster ou s'ils restent dans la région, puisqu'ils étaient à La Rochelle ce week-end, où d'ailleurs ils ont battu La Rochelle d'un petit point. Mais en tout cas, tous les yeux sont tournés vers le Carberico, le classique du Joey, puisque ça a été son équipe pendant 6 ans. Le Munster, il y a joué entre 2018 et 2024, donc avant de jouer à l'UBB. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot du coup sur le Munster, Yann ? Alors équipe difficilement cernable en fait de par les résultats parce que ça a été assez en dents de scie. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable d'aller gagner à La Rochelle en produisant du beau jeu et en étant hyper combatif devant, mais c'est aussi cette équipe qui a galéré contre Castres Olympique, qui a galéré en URC contre l'Ulster qui est à 14 contre 15. Enfin eux ils étaient en surnombre et l'Ulster était à 14. Donc voilà, c'est une équipe un peu en dents de scie dans les performances, mais qui a quand même un jeu comme beaucoup d'équipes irlandaises qui est extrêmement structuré. Donc il y a un paquet d'avant qui est très sérieux. Moi j'adore le Combs, le 8 irlandais, donc qui est international, même si on l'a pas beaucoup vu jouer, qui est très performant comme 8. Après on a Crowley, le 10 derrière Prendergast en Irlande, qui est un joueur qui anime bien cette ligne de 3/4 du Munster et en plus qui a un jeu au pied qui est performant. Il a vraiment mis en difficulté l'arrière-garde de La Rochelle. C'est vrai que là on a senti qu'à La Rochelle il manquait un peu Brésulin pour régler tout ça et donc pour sécuriser tout le fond de terrain. Leeds a été un peu plus en difficulté. Après j'aime bien aussi le 13 Farrell qui est vraiment un 13 pénétrant et qui est extrêmement performant. Donc là attention Yoram, il va falloir que tu te baisses déjà. Mais maintenant c'est bon, il le fait.
et surtout, voilà, il faudra qu'on arrive à les faire tomber parce que c'est quand même une équipe qui arrive à faire de beaux lancements de jeu. Et donc, si on arrive un peu à sécuriser ces ballons aériens avec Romain, à les contenir devant, je pense que ça va le faire. Et puis après, le dernier joueur, mais qui va manquer, parce que je crois qu'il est encore suspendu, c'est Nankivel, le Nouveau-Zélandais, un 12, qui est extrêmement performant, c'est un 12 extrêmement tonique, qui a pas mal de mains, et lui, je suis content qu'il soit suspendu, parce que je crois qu'il a été suspendu la dernière journée du RC là, le 29 mars, et il avait pris 2 matchs, donc je pense que ce sera les 2 quarts, enfin le 8e et le quart, donc ça c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que c'est un sacré joueur. Donc voilà, donc c'est une belle équipe, mais pour moi on va retrouver un peu les mêmes caractéristiques, où pour moi c'est un niveau semblable en fait à l'Ulster, donc si on est sérieux, vu l'équipe qu'on va potentiellement aligner, c'est-à-dire que là il y aura pas Mathieu sur le banc, etc. Enfin bon, on verra, mais je pense qu'on va mettre on va mettre l'équipe type, même si Cyril il veut jouer. Donc voilà, je pense qu'on est au-dessus de cette équipe, mais attention, c'est quand même une équipe voilà qui est bien structurée, qui peut nous déranger sur certaines phases, notamment sur les chandelles, etc. Donc il va falloir être très très sérieux. Ils ont éliminé un La Rochelle qui est malade, mais voilà, il faudra les respecter fortement pour pas avoir de mauvaises surprises. Oui, on rappelle que le Munster, du coup, est 9e de la phase de poule. Et ouais, effectivement, ça spoil pas trop mon équipe. Alors, pour commencer, je pense que faut partir déjà du principe que, en fait, on va envoyer la plus grosse équipe possible parce que, bon, déjà, tout le monde a un peu soufflé. Tu vois, je pense qu'il y aura du Lucu, mais effectivement, ce sera peut-être plus à Pau. Ce match-là, il est primordial dans le développement de l'UBB pour 2 raisons. Le premier, c'est financièrement. On le répète, Laurent Marty l'a dit, c'est importantissime de disputer ces demi-finales à domicile parce que tu prends un maximum de recettes, parce que potentiellement tu peux le faire au Matmut, parce que voilà, c'est ultra important. Tu peux imaginer qu'il y a des clauses avec des partenaires, etc. Donc c'est très important de se qualifier en demi-finale pour aussi asseoir un peu le prestige de l'UBB. Si on passe jamais les quarts de finale en Coupe d'Europe, ça va être compliqué de se faire un nom, et c'est via des épopées aussi européennes que en fait tu crées ton histoire et t'écris ton histoire. Et ça rejoint mon deuxième point qui est le sportif. C'est que l'an dernier t'échoues en quart de finale, il faut faire mieux pour montrer que tu as de la progression, que ton effectif est bien plus profond que l'an dernier. Donc selon moi, il y a toutes les raisons qui me portent à croire qu'on va mettre la meilleure équipe possible en fonction évidemment des absences et des états de fatigue de chacun. Mais là, pour l'instant, je pense que ce sera quelque chose de très très lourd. Yann, je te propose une première ébauche et puis on constitue notre équipe tous les deux si ça te va. Oui. Alors pour commencer la première ligne, je mettrai Mathis Perchaud qui a été bon en remplaçant ce week-end, Konorsa et Sipili Falatea. Konorsa parce que, alors je crois que c'est toi qui me l'as dit, mais apparemment on aurait vu Maxime Lamotte, enfin des gens ont aperçu Maxime Lamotte avec des béquilles. Donc est-ce qu'il a pris un mauvais coup? Est-ce que ce sera résorbé d'ici samedi? Difficile à dire parce qu'on n'a pas forcément d'écho. Mais du coup, Connor, qui lui a fait du frais pendant 2 week-ends. Alors lui aussi, il devait peut-être être un peu blessé, mais en tout cas, il était en tribune, il était à l'échauffement ce dimanche. Donc pour le poste de talon, je verrais bien ça commencer avec toute son énergie. Et Sipili Falatea pour alterner avec Ben Tamifuna. Oui, ça se défend. Alors pour Lamotte, ouais, c'est ce qui s'est dit. Après, Bru a quand même déclaré en conférence de presse qu'il n'y avait pas de blessés. Donc on va faire confiance au coach et attendre. Donc s'il dit qu'il n'y a pas de blessés, je pense que même Carberry ça va, etc. Alors moi, la première ligne que t'annonces, je pense que ça va être celle qui va être sur le banc. Tu vois, je pense que même si Bru aime mettre de la rotation, je pense que sa première ligne titulaire c'est Poirot, Lamotte et Big Ben. Donc je le vois rester sur ce créneau et garder les titulaires. Et par contre, cette première ligne remplaçante peut faire du mal à la 50e.
Ouais, effectivement, quand tu vois comment un Perchaud a été efficace. Falatea, un peu moins visible, j'ai trouvé ce dimanche. Mais bon, après, il a pas fait du coup d'erreur, puisqu'il a mêlé rien à dire. Dans le jeu, rien à dire. Donc, du coup, ouais, pourquoi pas le garder effectivement en doublure de Tamifuna, même si Tamifuna enchaîne bien. Après, ça se joue en tout cas sur les premières lignes, non plus pas à 20 minutes de différence de temps de jeu. Donc effectivement, ça peut être bien de garder cette dynamique en sortie de banc avec des joueurs qui connaissent leur rôle, qui vont garder de la dynamique du coup en sortie de banc. Sur la deuxième ligne, je te propose un Beauchaton Caso. Alors je suis tenté aussi de mettre Petit en 4. Coleman, je sais pas s'il va enchaîner, mais je récompenserais bien Caso pour son super match ce dimanche. Moi, mon doute, c'est plus sur Beauchaton. Je suis pas sûr, ce sera peut-être un Petit. T'en penses quoi, toi? Moi, je vois pareil, l'équipe type. Même logique que pour la première ligne. Je vois Caso, Coleman. Et Beauchaton, je le vois même sur le banc, avec plutôt Petit, mais on va dire sur la ligne d'après. Je maintiens en fait un 5 de devant aussi performant, et j'espère que Gray est rétabli, parce que je sais pas ce qui se passe, mais il y avait une petite alerte, donc j'espère qu'il est rétabli pour le mettre sur le banc. Ok, donc avec potentiellement soit Gray, Beauchaton ou Petit sur le banc. À moins que Petit, tu le laisses en troisième ligne. Bah alors moi, je te donne ma troisième ligne de base. C'est Gazzotti, Samou et Vergne-Taillefer. Mais effectivement, si tu dis que tu mets une compo un peu plus type, tu peux partir sur un Petit à la place d'un BVT. Exactement. Voilà, je maintiens mes deux sauteurs de haut niveau, donc Coleman et Petit, sauf que Petit, je le glisse en 7, et donc après avec Gazzotti et Samou pour compléter cette troisième ligne. Donc je mets un pack qui est quand même assez dense avec 3 secondes lignes, deux qui sont capables de sauter, et après un ferrailleur comme Gazzotti, et puis Samou qui enchaîne bien, il est ultra performant, donc moi je le garde. Ok, bah écoute, ça me va. Effectivement, toi, on va partir vraiment sur de la compo type et qui était très proche du coup de celle de dimanche. À la charnière, du coup, bah, je vais un peu faire comme toi et je vais garder la charnière de dimanche avec un Lucu et mon Joey Carberry en 10. Et je vais t'expliquer pourquoi. D'une part, j'ai envie de le voir dans son équipe et tu vois, de le voir jouer contre les Irlandais. Il est jamais meilleur que contre ses anciennes. Alors, il a pas joué à l'Ulster, mais en tout cas contre le Munster. Bah, tu vois, en 10, quoi de mieux que de mettre un mec qui connaît l'équipe adverse par cœur. Pour moi, il a été satisfaisant dimanche. Bah, on le fait enchaîner. Non, pour moi non. Alors j'adore Carberry, hein, mais voilà, on a enfin Mathieu Jalibert en forme pour des phases finales. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. J'ai envie d'en profiter et je mets la charnière Lucu Jalibert. Pour moi, c'est cette charnière internationale qui doit débuter les phases finales. On n'a pas eu la chance de l'avoir l'année dernière. Je pense que ça nous a manqué grandement. Donc voilà, j'ai envie de la voir dans ce match de haut niveau. Ouais, bah écoute, après, moi Jalibert, ça m'irait aussi. Puis Carberry peut te couvrir du coup le poste 10 et 15 sur le banc. On va y revenir juste après sur le banc, mais bon, ça peut être une option. Et effectivement, mettre Jalibert en plus dans la forme dans laquelle il est. Bon, allez, ça me va. Mais bon, j'ai quand même envie de voir un petit peu Carberry sur le terrain pour retrouver ses anciens coéquipiers. Bon, sur les ailes, pas trop de doutes. Penaud, Louis Bielbiarré, j'ai envie de les voir en grande forme. LBB, lui, il était en vacances du coup la semaine dernière. Penaud, il faut qu'il retrouve du rythme parce qu'il te fait de belles chevauchées, mais derrière, il était un peu oxy tout le match. Je crois que d'ailleurs qu'il a dit au micro de beIN Sport. Donc, les deux associés, ça fait pas trop de doute. Non, là, je pense qu'il n'y a pas de débat. On met les meilleurs, les deux meilleurs. Donc, ça va faire du bien de voir un Louis reposé, parce que je pense que mentalement et physiquement, il était dans le dur. Donc très bien. Très heureux de le revoir. Et en paire de centre, du coup, je remettrai celui qui a marqué son 4e essai en 4 matchs. Notre petit chouchou ici aux UBBistes. C'est Van Rensburg en 12 et Moefana en 13. Ça, on avait vu contre le Racing que ça fonctionne quand même plutôt
pas mal. Ouais, les deux, je mettrai les deux. Van Rensburg qui fait encore une très belle rentrée, hein. On voit qu'il est toujours aussi dominant. Physiquement, il est vraiment affûté. Clairement, je pense que pour maîtriser le milieu de terrain contre le Munster, il faudra envoyer les deux. Et donc, moi, je mets les deux titulaires. Bah, on est aligné du coup, et en 15, Buros, ça te va? Oui, pas de surprise avec Etchegaray, donc Buros. Et donc du coup, sur le banc, je te propose un Percho, Sa, Falatea, Gray, Diaby, Lesgourg, Tapoy et Carbery. Donc un banc en 5+3, un peu comme ce qui a été fait ce week-end. Avec Lesgourg qui est du coup le seul qui peut couvrir le poste de 9 en l'absence de Retière. Tapoy pour combler une absence au centre et Carbery qui comble 10-15. Donc comme ça, si tu as un ailier qui se pète, tu peux avoir du Buros qui se met à l'aile et Carbery qui rentre en 15. Selon moi, ça couvre un peu toutes les éventualités. Ouais, c'est une possibilité. Alors je sais pas si on va rester sur un 5+3 ou un 6+2 parce que Munster propose ça souvent. Donc à voir. Si c'est un 5+3, oui Lesgourg, oui Carbery, mais je verrais bien Ouberti, Pablo à la place de Tapoy pour couvrir poste ailier et 13, puisque Yoram peut glisser en 12 si on a un problème avec Van Rensburg. Et du coup, moi, comme j'ai pas mis Beauchaton dans mon équipe, je le mets à la place de Diaby dans ce banc 5+3. Ouais, effectivement, ça peut être Beauchaton qui du coup peut jouer 4 ou... après Gray peut jouer 4 aussi. Mais ouais, je te suis, Beauchaton, ça me va aussi à la place de Diaby. Même si Diaby, j'ai bien aimé son match et son impact. Plus que, tu vois, l'impact de Beauchaton qui m'a semblé assez limité en deuxième mi-temps sur le match de dimanche. Mais Beauchaton, ça me va aussi très bien, forcément. Écoute, ça ferait quand même un joli 15. Donc on récapitule. Poirot, Lamotte, Tamifuna, Caso, Coleman, Gazzotti, Samou, Petit, Lucu, Jalibert, Penaud, Van Rensburg, Moefana, LBB, Buros. Bon, ce serait quasi l'équipe type quand même là. Voilà, c'est solide. Là, voilà, il faut gagner. Avec cette équipe, il faut gagner. On n'a plus le droit d'avoir des trous d'air ou des petites absences. Là, avec cette équipe-là, il faut gagner et si possible avec la manière, mais gagner. Moi, je m'en fiche. Il faut qu'on atteigne ces demi-finales pour rencontrer soit le RCT, soit Toulouse. C'est l'objectif. Ouais, clairement l'objectif affiché par le club depuis le début de la saison. Donc là, il faut mettre tout ce qu'on a. En tout cas, on a hâte d'être à samedi 16h. Je crois que c'est diffusé sur à la fois beIN et à la fois France Télévisions, France 2. Donc c'est parfait. Moi, je serai au stade et on espère que le stade sera plein parce qu'en une semaine, c'est pas forcément facile de remplir 32 000 places. Mais vu la lenteur de la billetterie ce matin, je pense qu'il y avait du monde qui s'était connecté. Donc c'est bon signe. Écoute, je te propose qu'on passe de suite aux actualités du club. On va tout casser là, c'est la décennie vague là. On va faire rêver. Si on pète pas le boulard, ça va aller. Et concernant les actus, nos Réchelles se sont inclinés 26-17 à Colomiers, mais restent 3e de leur poule et ils ne joueront plus avant le 3 mai, ce qui pourrait d'ailleurs permettre au groupe pro d'incorporer plus de jeunes d'ici là. À voir, peut-être à Pau. Après, il n'y aura pas non plus 36 000 occasions d'ici le 3 mai, mais ça pourrait être l'occasion. Du coup, on a vu que Etchegaray était à l'échauffement ce dimanche, que voilà, il y a des Jacobs qui toquent à la porte, donc ça peut être intéressant. Autre nouvelle, mais qui n'en est pas une, c'est que là, on a eu droit à l'annonce officielle de Nico Deporter, donc qui était avec les jeunes de son club, disons, au virage sud. Donc, ils étaient tout vêtus de jaune et de rouge, et que donc du coup, il y a une petite annonce en avant-match qui était très sympa, et que le club a fait aussi une super vidéo qui est courte, mais qui est très cool à regarder donc sur les réseaux sociaux du club pour annoncer la prolongation. Et enfin, on a parlé la semaine dernière d'une sortie de Laurent Marty dans Sud-Ouest qui est revenu un peu sur cette première partie de saison et sur le recrutement pour la saison prochaine. Donc on ne sait pas encore trop si ce recrutement-là est bouclé, mais il n'a pas tant fermé la porte que ça à un renfort dans le pack, en plus donc de Jean-Luc Duprez, de Gaëtan Barlow, de Louis-Marie, etc. S'il y a une occasion, il a dit que il faudrait peut-être essayer de la saisir. Ouais, exactement.
Déjà, il y a plusieurs informations. La première, c'est qu'il a tenté de recruter dans le 5 de devant parce qu'il a ciblé avec le staff que c'était ce qui te fait gagner les titres. Hein, donc c'est là où on avait parfois les difficultés. Malheureusement, visiblement, ça a été très compliqué. Il a eu plusieurs échecs. Bon, déjà un échec à droite, mais également aussi en seconde ligne. Donc très compliqué à recruter dans le 5 de devant. Et effectivement, comme tu le signales, il a évoqué cette possibilité que s'il y avait une opportunité, notamment qu'on pouvait pas refuser, donc probablement un joueur de haut niveau, il fallait le faire même s'ils en avaient pas besoin à l'instant T. Donc peut-être qu'ils sont sur un top joueur en troisième ligne, qui fait que cette proposition difficilement refusable, même si c'est pas forcément en troisième ligne qu'on a le plus besoin, mais plutôt dans le 5 de devant. Donc voilà. Donc on va suivre ça avec attention parce que ça pourrait vite se décanter parce que le marché ça va s'arrêter au bout d'un moment, quoi. Ouais, moi je pense qu'il fait référence à Pozzolo Tulagi si Perpignan 900. Même s'il a prolongé, j'y crois et je crois en mes rêves, Yann. Oui, en vrai, ce serait pas mal, hein, effectivement. C'est pas un 5 sauteur, par contre. Ouais, tu sais, il peut rester au sol, Pozzolo, il n'y a aucun souci pour ça. Écoute, voilà, c'était très bref pour les actus. Il n'y a pas non plus énormément de choses à se mettre sous la dent la semaine dernière. Mais je te propose du coup qu'on passe à notre deuxième boîte vocale de la saison. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? Et du coup, pour continuer avec cette rubrique qui vous a plutôt bien plu la semaine dernière, en tout cas des quelques échos qu'on a eus, on vous propose de retrouver le petit Romain qui nous a laissé un message sur la boîte vocale des UBBistes concernant notamment l'état de forme des joueurs. Salut les gars, déjà un grand merci pour votre podcast et tout le boulot que vous faites. On a enfin une émission de grande qualité avec plein d'infos sur notre cher club de l'UBB. Merci aussi de nous permettre de prendre la parole et de vous poser quelques questions. Pour ma part, moi j'avais une petite question sur le temps de jeu effectif depuis le début de la saison, sur notamment nos cadres, les joueurs qui vont être importants en phase finale. Et qui par rapport à l'année dernière, j'aimerais bien savoir où ils se trouvent en temps de jeu, en minutes, pour voir si on arriverait un peu plus frais que l'année dernière, pour être un peu plus compétitif sur les phases finales. Voilà, merci en tout cas et bonne continuation. Écoute, merci Romain pour ta question. Alors effectivement, nous on a nos petits tableaux où on aime bien suivre les minutes disputées par nos joueurs. D'ailleurs, on fera peut-être un point sur les minutes passées sur le pré dans un épisode peut-être dans 2 semaines, peut-être avant la reprise du top 14, ça peut être intéressant. Mais en fait, c'est difficile de faire la comparaison avec l'an dernier. Donc à cette époque-là, combien de minutes avait disputé LBB ou un autre joueur, enfin n'importe quel joueur d'ailleurs. Mais en tout cas, il faut, je pense, croire ce que dit le staff, à savoir Thibaut Giroud, il en a parlé dans la presse il y a quelques semaines, et il y en a surtout eu Yannick Bru ici il y a quelques jours qui nous disait que les mecs étaient bien plus frais, que ce soit les joueurs ou même le staff d'ailleurs, que au même moment la saison dernière, notamment parce que l'an dernier il y avait la Coupe du Monde, et que la Coupe du Monde, ça te fait quelques mecs qui vont faire une prépa spécifique, qui vont ensuite disputer un tournoi qui est quand même très intense, et qu'ils reviennent sans vraiment de break entre la Coupe du Monde et le championnat. D'autant plus qu'il y a ensuite derrière les 6 nations et que tout s'enchaîne. En tout cas, Yannick Bru a souligné le fait que là, les mecs sont beaucoup plus frais qu'au même moment la saison dernière, et que du coup c'est quand même quelque chose qui est à prendre en considération, d'autant plus que l'an dernier on a quand même un peu moins de profondeur d'effectifs, et que là on tourne avec plus de joueurs. Alors j'ai pas les chiffres exacts, mais tu vois, là, cette année on incorpore aussi un peu plus des espoirs, même s'il y en a quelques-uns qui se sont pétés. Tu vois, on a vu du Gardera, on a vu du Awad, on a vu du Ngambous, Etchegaray, Jacobs. Donc par rapport à l'an dernier, je trouve que c'est déjà une vraie plus-value. Et on a des vrais remplaçants qui peuvent prendre la relève par rapport aux titulaires. Donc ça, c'est aussi une différence par rapport à la saison dernière. C'est quoi ton ressenti, toi, Yann ?
Non, clairement, on voit qu'on met plus de rotation. Je pense qu'il n'y a pas une compo où on fait pas entre 7 et 10 changements. Peut-être que ça va pas se confirmer ce week-end, puisque là, on va peut-être commencer à être dans les matchs de phase finale, donc avec une équipe type. Mais ouais, on a souvent eu énormément de rotation. Après, le seul truc qu'on a eu comme souci, mais comme beaucoup, c'est qu'on a eu certains postes à flux tendu et qui ont fait qu'on a surutilisé certains joueurs, mais parce qu'il y avait des PT. Je pense notamment à la seconde ligne, où on a alterné entre Coleman qui était blessé, Gray qui était blessé. On a même eu un petit peu Caso qui a été blessé à un moment donné. Donc, ce qui a permis de voir Jacques. On a vu aussi Ricard, bon, très peu, mais voilà, on a eu des postes un peu spécifiques comme ça où on a été vraiment à flux tendu et c'était très compliqué. Je pense aussi à un autre poste, mais là c'est plus en termes de profondeur, mais aussi en termes d'écart entre le titu et le remplaçant. C'est vrai qu'on fait beaucoup jouer Max parce que il apporte des garanties que Yann apporte moins. Et en plus, on n'a plus de numéro 3 à ce poste, puisque Paul est parti en cours de saison au Stade Français. Donc voilà, il y a encore certains postes où je trouve on pareil au pied droit, hein, entre Big Ben qui arrivait que après la tournée de novembre et Sadi qui s'est pété récemment. Donc voilà, on a certains postes où on est à flux tendu et là forcément il a pas pu amener la rotation qu'il a voulu, mais globalement sur le reste effectif, et lui il a bien dit, hein, même son ressenti personnel. L'année dernière, il disait qu'ils étaient lessivés. Donc il y a physiquement, mais aussi mentalement. C'est-à-dire que là, ils étaient en mode robot. Je pense parfois il y avait des enchaînements de 15 journées d'affilée. Enfin, c'était un calendrier vraiment infernal. Et en plus, on a fini à la finale où on fait 3 matchs en 12 jours. Et ça nous a clairement fait péter en fait. Déjà qu'on était à flux tendu. Ces trois matchs en 12 jours, c'est ce qui nous a fini, et on a quand même joué avec Jalibert qui était pété, Big Ben qui était blessé, qui avait d'ailleurs ramené son drapeau de l'infirmerie quand il avait sorti ça à la vie. C'était la petite blague parce qu'en fait il avait le drapeau du Tonga et t'avais la journaliste terrain sur France 2 qui croyait que c'était une vanne pour dire qu'il était blessé. Donc voilà. Mais globalement, je trouve que on a appris de nos erreurs et on amène plus de rotation, même si on aimerait en avoir plus, notamment en 9, parce que Max se repose moins, parfois en 5, où Caso il commence à avoir énormément de minutes. Voilà, il y a certains joueurs qui sont surutilisés, mais c'est pas le fait, je pense, d'une stratégie de bruit, c'est plutôt une circonstance, quoi. Ouais, et puis au final, tu vois, on parlait beaucoup de cet été du traumatisme de la finale, tu vois, pour les joueurs, pour le staff et tout. En fait, moi, je trouve que ce traumatisme-là, il est surtout pour les supporters, tu vois. Dès septembre, on se disait qu'il fallait faire tourner les mecs, qu'il fallait faire souffler, qu'il fallait les économiser pour la saison parce qu'elle est longue, etc. Alors qu'au final, quand tu écoutes les coachs et les mecs qui ont la data, en fait, et qui voient les mecs au quotidien, ils sont pas si cramés que ça. Et en fait, il faut juste faire confiance et que, tu vois, des joueurs, notamment des Louis ou des Mathieu, ils peuvent jouer quand même plusieurs centaines de minutes par saison et ils vont avoir des rendements super intéressants. Et tu as même des mecs qui ont besoin d'enchaîner et besoin d'avoir du temps de jeu pour être au max. Tu mentionnais tout à l'heure un Romain Buros qui met un peu de temps à chaque fois pour revenir. Voilà, là au moins ils sont tous chauds pour ce dernier sprint. Alors oui, il va falloir en économiser sur certains matchs parce qu'ils vont pas pouvoir faire 10 week-ends à 80 minutes. Mais là, on est vraiment parti sur le sprint final et il va falloir que nos meilleurs joueurs jouent. Donc pour moi, c'est un peu le but de cette fin de saison, c'est que on finisse le mieux classé possible et en finale de Champions Cup. Parce qu'effectivement, tu l'as rappelé, en fait, ce qui nous a surtout tué au-delà de la saison interminable l'an dernier, c'est qu'on ait dû jouer les barrages. Et en fait, si tu te prives des barrages cette saison, tu t'économises un match sur le sprint final où tu as quand même, en 12 jours, tu as 3 matchs. Et donc, c'est ça qui vraiment te tue les mecs à la fin, c'est que tu arrives en finale, tu es cramé, alors qu'en plus, en face, tu as le Stade Toulousain qui, d'une part, n'a pas joué les barrages, mais en plus, a fait jouer 4 équipes dans la saison et que du coup, tu vois, Antoine Dupont, il avait joué 4 matchs en top 14 et 2 tournois de Seven, et il était frais, quoi.
Donc c'est primordial de finir top 2. Ce sera pas rédhibitoire si on n'est pas top 2 et il faudra jouer un match en plus. Mais il faut, voilà, je pense qu'on est, par rapport à d'autres équipes comme Toulon ou Toulouse d'ailleurs, on n'est pas forcément sur des mauvais standards en termes de temps de jeu. Oui, tu as des LBB, Moefana qui ont joué tout le tournoi et la tournée de novembre. Mais ils sont aussi là pour jouer les mecs. Hein. Donc tant qu'ils montrent pas de signes de fatigue, c'est aussi qu'ils sont bien gérés. Et puis nous, on voit pas les efforts qu'ils font à l'entraînement. C'est ça aussi, c'est que la charge d'entraînement, elle est plus ou moins importante en fonction du temps de jeu et qu'en fait, les mecs peuvent aussi récupérer en semaine. Et ça, on le voit pas forcément. Donc il faut, je pense aussi, nous, de notre côté, en tant que supporters, faire confiance, se dire que si les mecs y jouent, c'est aussi que ils ont les 80 minutes dans les jambes. Et que quand il faudra les faire tourner, notamment sur des matchs qu'on peut laisser potentiellement un peu plus filer, le staff le fera. J'ai rien à dire. Effectivement, je pense que on n'est pas assez scientifique du rugby pour... on peut commenter, mais c'est vrai que je pense que Thibaut Jouirou et tout son staff, avec Yannick qui manage tout ça, je pense que c'est plus à même à gérer les temps de jeu. Et c'est vrai que en plus là on récupère du monde, donc je pense que si y a des mecs qui enchaînent, c'est que c'est pas une contrainte, c'est vraiment parce que ils ont la capacité, comme tu le dis. Donc voilà, moi je pense qu'il faut qu'on fasse confiance. De toute façon on n'a pas le choix, hein, c'est eux qui vont mener le bateau, donc on va rentrer dans les moments les plus excitants du club, donc et même pour les supporters. Donc voilà, on va suivre tout ça. J'ai hâte, vraiment hâte. Ouais, c'est vraiment devenu un réflexe en fait de notre part, les supporters en règle générale. C'est pourquoi lui joue autant, il faut le reposer, il va se casser. Mais en fait, les blessures, c'est pas forcément lié déjà à du temps de jeu. Ça peut être, tu vois, des fractures, des choses comme ça qui sont pas du tout liées au nombre de minutes passées sur le terrain. Donc c'est pas forcément corrélé, mais comme on disait, ouais, il faut faire confiance. Et en tout cas là, on espère voir nos meilleurs joueurs un maximum parce que il va falloir gagner des matchs là sur les 2 mois qui arrivent. Voilà pour notre petite réponse sur le temps de jeu. Alors on n'a pas la comparaison malheureusement avec l'année dernière, mais en tout cas merci beaucoup Romain de nous avoir laissé ce petit message. N'hésitez pas, vous, si vous avez votre question ou votre remarque que vous aimeriez partager avec nous et avec les gens qui nous écoutent, on sera ravis de diffuser tout ça et d'y répondre. Merci beaucoup Yann pour ce petit épisode entre 2 matchs irlandais. Ouais, merci à toi. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Peut-être cette semaine si on en a hors série, mais c'est pas sûr du tout. On vous tient au courant. On essaie de pas vous tenir en haleine pour rien, mais peut-être qu'il y aura quelque chose. On sait pas. Si c'est pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine probablement. Mais encore une fois, rien n'est sûr. Donc on préfère vous donner rendez-vous en début de semaine prochaine pour débriefer la demi de Champions Cup et la preview du retour du top 14. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les plateformes de streaming connues, ou sur Instagram les UBBistes, ou sur Twitter Cyril Bourrez et Tuisova UBB. Passez une bonne semaine mon Yannou. Et ciao tout le monde.